Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre ose dire le harcèlement. La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage. Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents. C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes. Sartre et Beauvoir. Ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970. C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent. Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale. Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori? Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que ça faisait. À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Nous sommes à Paris en octobre 1929, sur un banc de pierre, dans les jardins du Louvre. Jean-Paul Sartre a 24 ans. Dans 2 semaines, il va devoir partir faire son service militaire. Pendant plus d'1 an, il sera accaparé par son devoir national. Il ne veut pas partir sans avoir des garanties sur sa relation avec la femme qu'il aime, son castor, Simone de Beauvoir. La jeune femme de 21 ans, qui a plusieurs fois refusé l'idée de se marier avec lui, écoute sa proposition. Le philosophe expose les termes d'un contrat de 2 ans, une sorte de bail pendant lequel ils resteront ensemble quoi qu'il arrive. Mais ils ne seront pas tenus d'être fidèles sur le plan charnel. Ils seront l'un pour l'autre leur amour nécessaire, leur relation principale empreinte de tendresse, de soutien et de loyauté. Mais il pourra y avoir, de part et d'autre, des amours contingentes, c'est-à-dire des relations de passage, en plus, secondaires, qui peuvent arriver ou non. La seule chose qui compte, c'est qu'ils devront tout se dire, être transparents. C'est cette honnêteté qui distinguera d'ailleurs leur amour nécessaire des amours contingentes. Là, en cette journée d'automne parisien, Simone de Beauvoir doit prendre une décision. Si elle accepte ce pacte, elle renonce définitivement au mode de vie de la bourgeoisie à laquelle elle appartient. Épisode 1. S'émanciper à 2. C'est une histoire qui commence à Paris pendant la Belle Époque, à l'aube du XXe siècle, alors que les femmes portent encore des corsets et que les hommes sont seuls au centre de la vie publique. Jean-Paul Sartre naît en 1905 dans le 16e arrondissement de Paris. Il vient d'une famille bourgeoise. Son père est polytechnicien et officier de marine. Mais Jean-Paul ne le connaîtra jamais car son père meurt de la fièvre jaune 1 an après sa naissance. La mère de Jean-Paul, Anne-Marie, vient d'une famille d'intellectuels et d'ingénieurs. Une fois veuve, la jeune femme s'installe chez ses parents avec son petit garçon qui devient la prunelle de ses yeux. Son poulou, comme elle l'appelle, est un ange blond ravissant avec qui elle a une relation fusionnelle. D'ailleurs, ces effusions de tendresse agacent le grand-père de Jean-Paul qui finit par emmener le petit trésor de la famille se couper les cheveux.
Fini le petit ange. Papy forme désormais un futur intellectuel qui l'éveille à la littérature et aux sciences. Poulou est donc le centre d'une famille aimante et stimulante qui contribue à développer son narcissisme de petit génie. Tout le monde a bien compris que cet enfant dispose d'une intelligence supérieure. Cette enfance choyée s'arrête alors que Poulou a 12 ans, au moment où sa mère se remarie avec un autre officier de marine. Pour l'adolescent fusionnel, c'est une trahison. Il découvre alors que sa mère n'appartient pas qu'à lui. La réalité lui est brutale, mais c'est ainsi. Après quelque temps à La Rochelle auprès de ce beau-père avec qui il a des relations exécrables, Jean-Paul est renvoyé à Paris. Il fréquente les enfants de l'élite de la capitale entre le lycée Montaigne et le lycée Henri IV. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Paul Nizan, l'autre intellectuel de sa classe. Tous les deux sont assez caustiques et ultra-élitistes. Ils se baladent en cours de grec et de latin et ils font des bons mots sur tout le monde. Ils rêvent déjà de devenir écrivains et ils se soutiennent pour laisser éclore leur personnalité peu banale. C'est ensemble qu'ils préparent en 1924 le concours d'entrée à l'école normale supérieure. L'ENS est le temple républicain de l'élite intellectuelle. Sans surprise, Sartre et Nizan sont reçus. Les voilà sur les bancs de l'école prétendue normale et dite supérieure. Cette façon de nommer l'ENS est leur moyen de se moquer de cette vénérable institution fondée pendant la Révolution française, mais où le petit peuple n'entrera jamais. Temple républicain du savoir, oui, mais pas démocratique. Sartre se distingue vite de ses congénères en commençant à écrire des contes dans lesquels il montre ouvertement son mépris pour les vies conventionnelles. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer des scènes de théâtre et disséquer les mœurs de ses contemporains. Sartre a tout pour devenir un génie des belles lettres. Il met aussi sa verve au service de ses opinions politiques clairement antimilitaristes. Il devient le roi de l'esclandre. C'est sur les bancs de l'ENS que le duo Sartre-Nizan devient un trio en intégrant René Maheu, futur philosophe et haut fonctionnaire. Ce sont les rois de la promo. Ils sont arrogants, supérieurement intelligents. Et pourtant, il y a du beau monde autour d'eux. Il y a les futurs philosophes Raymond Aron et Maurice Merleau-Ponty. Et surtout, il y a notre père à tous, à nous, les historiens-conteurs, Henri Guillemin. 4 ans plus tard, contre toute attente, Sartre échoue à l'agrégation de philosophie. Nous sommes en 1928, il a alors 23 ans. Il est courroucé, c'est rien de le dire, ça ne peut être qu'une erreur selon lui. Mais le voilà à préparer à nouveau le concours à la Sorbonne. Parmi les étudiants de la Sorbonne qui préparent l'agrégation, il y a une jolie brune au regard bleu perçant, brillant d'intelligence. Bien que Sartre drague tout ce qui porte une jupe, cette jeune fille-là, il ne l'approche pas, car c'est René Maheu qui est allé lui parler en premier. Et le voilà maintenant obligé d'attendre qu'il la lui présente, car à l'époque, on n'aborde pas les femmes sans être introduit. Pendant qu'il ronge son frein, intéressons-nous à cette fille aux yeux bleus. Vous l'avez reconnue bien sûr, c'est Simone de Beauvoir. Pour elle, tout commence à Paris en 1908. Elle est la première née d'une famille de la grande bourgeoisie. Son père est un avocat amateur de lettres qui rêve de mondanité romantique et sa mère est une grenouille de bénitier qui veille à l'éducation de ses 2 filles. Oui, 2 filles. Georges de Beauvoir est déçu, mais il considère bientôt qu'Hélène, sa cadette, est la jolie fille de la maison et Simone, l'aînée, est l'intelligente. Sous-entendu qu'elle n'est pas jolie. Il dit aussi à Simone qu'elle a un cerveau de garçon. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase cruciale qui est à mon sens à l'origine de l'aphorisme beauvoirien « On ne naît pas femme, on le devient ». En ce début de XXe siècle, une femme qui a un cerveau d'homme, c'est une sorte de compliment. Ça veut dire qu'elle n'est pas taillée pour les futilités, l'amour de la dentelle et les romans à l'eau de rose, mais que son cerveau carbure vite et possède une appétence particulière pour l'étude. Simone essaye donc de se construire avec l'étrange regard de son père. Elle se voit donc comme une fille au physique ingrat et intelligente comme un garçon.
Simone fréquente le cours Désir, un cours privé pour filles de bonne famille. C'est là qu'elle commence à écrire des articles de journaux pour l'école. Elle bouillonne déjà de remettre l'ordre établi en cause, mais elle n'en a pas le courage. Elle est fascinée par sa meilleure amie, Élisabeth Lacoin, une jeune fille sublime de la haute bourgeoisie, à la fois conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, et pourtant curieusement libre dans sa façon de voir le monde. Simone est un peu amoureuse de cette camarade qu'elle appelle Zaza. C'est un amour platonique pour une sorte d'idéal féminin. Après la Première Guerre mondiale, la famille de Simone connaît la déchéance économique. Simone devra travailler pour vivre. Comme elle est privée de dot, elle ne pourra pas faire un bon mariage. Pourtant, Simone soupire en secret pour un de ses cousins. Oui, elle rêve d'émancipation, mais au fond, à cette époque-là, on ne fait pas plus fleur bleue qu'elle. Quelque part, la déchéance sociale de ses parents est une chance pour Simone. Elle sait qu'elle veut devenir professeure de philosophie pour tout étudier et puis, elle veut posséder le monde. Elle veut écrire et être quelqu'un. Elle dévore des livres de toutes sortes. Et oui, comme elle a grandi, sa mère a plus de mal à maîtriser ses lectures. Sa foi chrétienne vacille alors qu'elle se forge ses premières idées philosophiques. Après son bac et ses premières années d'études supérieures à Neuilly, dans un établissement privé pour filles, Simone intègre la Sorbonne en 1926 pour étudier la philosophie. C'est là qu'elle commence à enseigner ponctuellement dans des établissements publics défavorisés de la région parisienne, aux grandes dames de ses parents. Mais Simone est heureuse. Elle s'émancipe progressivement d'eux et commence à gagner un peu d'argent. Mais ça lui permet d'acheter du maquillage, ce que sa mère lui interdisait jusque-là, parce que les filles de bonne famille ne se peinturlurent pas le visage. Simone commence à fréquenter les bars avec ses copines, découvre le plaisir de se faire offrir des verres par des garçons et de leur plaire. Après tout, elle ne semble pas si laide dans leurs yeux, même quand elle est à côté de sa jolie petite sœur Hélène. L'année scolaire 1928-1929 commence. Cette année est capitale parce qu'elle passera l'agrégation au printemps. Simone a remarqué 3 garçons qui passent pour être les cadors de la prépa. Jean-Paul Sartre, Paul Nizan et René Maheu. C'est ce dernier qui l'a fait craquer. Un jour, Simone travaille à la Bibliothèque nationale, la BN pour les intimes. Le site François Mitterrand n'existe pas encore et les étudiants se retrouvent dans le quadrilatère Richelieu près du Palais Royal pour bûcher dans la spectaculaire salle des Cariatides. C'est là que Simone se lie d'amitié avec Maheu. Maheu est déjà marié, mais ça ne l'empêche pas de tomber sous son charme. Elle le surnomme l'ama chérie. Et lui, il l'appelle Castor pour son sens du collectif et son esprit de construction. Enfin ça, c'est la version officielle. Plus prosaïquement, un jour, il griffonne sur un des cahiers de Beauvoir « Beauvoir égale beaver », castor en anglais. Beaver, une expression qui sert aussi à désigner le sexe féminin. Simone de Beauvoir se défendra toujours d'avoir couché avec Maheu, mais les historiens ont des doutes bien légitimes au vu de leur correspondance. Sartre est très attiré par Beauvoir, mais Maheu freine des 4 fers pour la lui présenter. Un jour, il cède et Sartre donne rendez-vous le soir même à Beauvoir au Jardin du Luxembourg. Et Beauvoir envoie sa sœur à sa place parce qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller. Hélène le reconnaîtra facilement. C'est un homme laid avec des lunettes. Bon, vous aurez bien compris que ce sont ses mots à elle, pas les miens. Sartre est tout petit, 1m56, il a un énorme strabisme, un visage ingrat, mais son intelligence le rend irrésistible et peu de femmes lui résistent, sauf elle, sauf Simone. Mais Simone revoit vite son jugement. Elle se rend compte que Sartre est supérieurement intelligent et qu'il correspond en tout point à ses rêves d'adolescente. Écoutez ce passage de ses mémoires d'une jeune fille rangée pour mieux comprendre ce qu'elle attend de son couple. Si dans l'absolu, un homme ne valait pas plus que moi, je jugeais que relativement, il valait moins. Pour le reconnaître comme mon égal, il fallait qu'il me dépassât. La vie commune devait favoriser et non contrecarrer mon entreprise fondamentale, m'approprier le monde. Eh bien cet homme qui la dépasse mais qu'elle voit comme son égal, cet homme qui va la pousser à réaliser ses rêves, c'est Jean-Paul Sartre. Au printemps 1929, Sartre et Beauvoir réussissent l'agrégation de philosophie. Il est premier, elle est deuxième, mais elle est la plus jeune agrégée de France.
que Sartre lui dit, mais écrivait donc sur la condition féminine. Donc il y a eu vraiment cette espèce d'interaction très forte entre deux intellectuels. Annie Cohen-Solal, écrivain. Vous savez que quand ils ont passé la grecque de philo, il faut savoir ça. Le jury d'Agrègue a dit, au fond, le vrai philosophe des deux, c'est elle. C'est elle, la tête philosophique, c'est pas Sartre. Et elle avait eu une meilleure note à sa dissert. Après l'obtention de la Grègue, Sartre rejoint Beauvoir en vacances chez ses parents partis à la campagne pendant l'été. C'est là qu'ils commencent leur liaison. Sartre demande même Beauvoir en mariage, mais elle refuse. Elle ne veut pas de cette vie bourgeoise. Un drame tout proche va bientôt achever de lui prouver que les mœurs bourgeoises asphyxient les femmes. Pour découvrir la suite de cette série spéciale en 4 épisodes, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre ose dire le harcèlement. La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage. Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents. C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes. Sartre et Beauvoir. Ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970. C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent. Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale. Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori? Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait. À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Dans le premier épisode de cette série spéciale consacrée à Sartre et Beauvoir, les deux philosophes en herbe, nés dans la haute bourgeoisie, ont obtenu l'agrégation. L'été suivant, Sartre demande Beauvoir en mariage, mais elle refuse. Elle ne veut pas d'une vie bourgeoise et voit le mariage comme une prison. Un drame va la convaincre de fuir définitivement les conventions. Épisode 2. Les années libertines. « 1929 n'est pas que l'année de l'agrégation, c'est aussi celle d'un deuil impossible. Zaza, la meilleure amie de Simone, est tombée amoureuse de Maurice Merleau-Ponty. Mais la famille de Zaza s'oppose à une union avec un homme de condition inférieure. Peu de temps après cette peine de cœur, Zaza attrape une méningite et meurt à l'hôpital de Saint-Cloud. Peut-être faut-il lire ou relire dans les mémoires d'une jeune fille rangée l'histoire de son émancipation, où elle raconte la mort de Zaza. Yvan Lévaille, journaliste. Zaza, son amie, qu'elle voit, morte, à la clinique, dans une longue chemise de nuit en toile rêche et dont elle dit qu'elle lui est souvent apparue la nuit, jaune, sous une capeline rose, pour la regarder avec reproche. Ensemble, écrit Simone de Beauvoir, nous avions lutté, Zaza et moi, contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Cette mort prématurée terrasse Simone. Elle est convaincue que ce sont les conventions bourgeoises qui asphyxient les femmes qui ont tué indirectement Zaza.
Il lui faut donc écrire pour émanciper les femmes. Ce sera l'un des grands projets de Simone. Mais pour le moment, elle n'est pas prête à écrire. Elle rature sans cesse des feuilles à demi blanches. Elle n'a pas la plume facile comme Sartre qui écrit comme il parle. D'ailleurs, Sartre ne va pas beaucoup avoir le temps d'écrire dans les prochains mois. Il doit faire son service militaire. Quel pince-homme pour un antimilitariste comme lui. Mais avant de quitter Simone, il veut s'assurer qu'il forme un vrai couple. Un jour d'octobre 1929, il lui donne donc un rendez-vous sur l'un des bancs de pierre des Tuileries et lui propose un pacte. Un bail amoureux de 2 ans. Ils seront l'amour nécessaire l'un de l'autre, le vrai couple. Mais ils auront des amours contingentes, des toquades, des passades, des flirts. Et oui, on ne peut pas être écrivain sans vivre, sans éprouver dans sa chair toutes les passions de l'humanité. La seule règle, tout se dire. Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori? Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait. Et lui aussi, il savait? Oui. Annie Cohen-Solal, écrivain. Oui, ils étaient au-delà de tout ça. Ils avaient négocié leur histoire affective. On a négocié entre guillemets. Ils avaient pris un bail de 2 ans, comme ils disent. Ils se voyaient tous les jours. Ils n'ont jamais eu de véritable séparation. Ils se voyaient tous les jours, et tous les jours ils parlaient, et tous les jours ils partaient en vacances ensemble, etc. Je veux dire, ça a été, si vous voulez, la relation féminine centrale de la vie de Sartre toute sa vie. Simone accepte. Ce pacte la délivre définitivement de l'amour conjugal bourgeois. À partir de ce moment, Sartre devient le mailloticien de l'écrivaine Beauvoir. Il est son mentor, son soutien, son critique. En retour, elle est son premier lecteur, impitoyable, et elle le materne aussi. Un fils à maman comme Poulou reste un fils à maman toute sa vie. Pendant plus de 50 ans, Simone de Beauvoir a été, pour Sartre, l'interlocuteur intellectuel privilégié. Elle a été son éditeur, celle qui relisait chacun de ses textes. Et en même temps, elle a diffusé l'œuvre de Sartre. Elle en a beaucoup parlé. Elle en a beaucoup parlé dans ses livres. Elle en a beaucoup parlé autour d'elle. Elle a même repris des idées de Sartre dans ses œuvres. Enfin, donc elle a eu plusieurs fonctions extrêmement importantes par rapport à la diffusion de l'œuvre sartrienne. Et lui a fourni des outils conceptuels. C'est lui qui l'a poussé à écrire le 2e sexe. On sait pas assez que Sartre lui dit, mais écrivez donc sur la condition féminine. Le pacte a l'air sublime, mais à l'usage, il va se révéler beaucoup plus douloureux qu'il ne l'est en théorie. Nous sommes maintenant en 1936. Sartre, qui voulait un poste au Japon après son service militaire, se retrouve au Havre. Après avoir enseigné à Marseille et à Rouen, Beauvoir, quant à elle, obtient un poste à Paris. Beauvoir est une professeure charismatique. Ses élèves boivent ses paroles et l'admirent. Elle a même de l'emprise sur certaines d'entre elles. À Rouen, elle subjugue d'ailleurs une de ses petites élèves, une petite Russe intelligente nommée Olga Kozakiewicz. Lorsque Simone identifie une jeune fille brillante et un peu perdue, elle la prend sous son aile, lui donne des rendez-vous privés, puis la met dans son lit. C'est pour suivre sa professeure que la toute jeune Olga, à peine majeure, emménage à Paris. Elle est maintenant l'amour contingente de Beauvoir. Sartre en est fou lui aussi. Il fait tout pour la séduire. Ses rapports avec Olga sont très ambigus et aujourd'hui, on dirait clairement malsains. Et cette ambiance de jeux amoureux croisés monte d'un cran quand Vanda, la sœur d'Olga, entre dans l'équation. Tout ce petit monde flirte et couche ensemble. Dans sa correspondance avec le Castor, Sartre évoque ses jeux amoureux avec les 2 jeunes filles. Elles sont à l'évidence pour eux de jolis jouets au service de leurs désirs et de leur couple libre. Tenez, le 4 janvier 1940, par exemple, Sartre écrit à Beauvoir au sujet de Vanda. « Je vais maintenant lui écrire. Elle n'a jamais tant aimé. Pour moi, je me sens toujours de bois. » Finalement, Olga épouse un ancien élève de Sartre, Jacques-Laurent Bost, avec qui Beauvoir a une liaison en simultané, et de l'autre côté, la passion de Sartre avec Vanda connaît des hauts et des bas. En 1938, une autre élève de Beauvoir est subjuguée par sa belle professeure au regard si vif. Elle s'appelle Bianca Bienenfeld. Elle est juive polonaise et elle a 16 ans. Elle devient bientôt la petite maîtresse du couple de philosophes. Sartre rompt avec Bianca par lettre en 1940, en plein pendant la guerre.
Bianca est aux abois dans un Paris occupé par les nazis. Elle hésite entre se suicider ou épouser un Américain pour fuir la France. Sur le coup, Beauvoir s'amuse de la détresse de la jeune femme avec une froideur révoltante dont elle finira par avoir honte à la fin de sa vie. Cet imbroglio de relations mêlées est alors perçu comme le premier cercle de Sartre et Beauvoir, de jeunes intellectuels qui gravitent autour d'eux. La réalité est plus sordide. Bien plus tard, après la publication de la correspondance de Sartre et Beauvoir dans les années 1980, Olga et Bianca se rendront compte qu'elles ne représentaient pas grand-chose pour le couple. Olga considérera qu'ils étaient tous et toutes hypnotisés par le couple, fascinés par leur intelligence et flattés d'être leurs proches. Bianca publiera dans les années 1990 sa version lucide des amours contingentes du couple dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée. Pour bien comprendre les choses, écoutez un peu les mots de Bianca. Pour la première fois, et après avoir longtemps hésité, j'ai décidé de rapporter ce qui, dans ma vie, a été un drame. Si mon histoire n'est pas banale, cela tient sans doute à la personnalité de deux de ses protagonistes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ensemble, nous formions un trio, ou du moins c'est ainsi qu'on m'avait présenté les choses. Je me rends compte à présent que j'ai été victime des impulsions donjuanesques de Sartre et de la protection ambivalente et louche que leur accordait le castor. Et oui, la vérité c'est que Beauvoir déteste les trios. Elle supporte mal la présence des jeunes femmes qu'elle introduit elle-même auprès de Sartre. Aujourd'hui, leur comportement avec les jeunes femmes gêne leurs admirateurs aux entournures. Beauvoir espérait sans doute secrètement garder la main sur les amours contingentes de Sartre en les choisissant elle-même. Elles ont d'ailleurs toutes le même type. Ce sont des jeunes filles de l'Est, intelligentes, mais fragiles et impressionnables. Mais un événement va l'obliger à être beaucoup plus prudente et à éviter les amantes trop jeunes. En 1939, Beauvoir séduit une autre de ses élèves, la jeune Nathalie Sorokin, 18 ans. À cette époque, la majorité est à 21 ans. Au début des années 1940, la mère de Nathalie découvre la liaison de sa fille avec le couple. Elle y met immédiatement le holà et porte plainte. Voici un extrait de sa déposition. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants. Déposant plainte contre mademoiselle de Beauvoir, professeure agrégée de philosophie au lycée Camille C, pour avoir abusé, en sa qualité de professeur de ma fille mineure, Sorokin Nathalie, née le 18 mai 1921 à Constantinople, et avoir commis le délit d'excitation de mineur à la débauche. Suite à une enquête du rectorat, Simone de Beauvoir est suspendue de l'Éducation nationale en 1943. On prétend parfois que Beauvoir est congédiée par le régime de Vichy parce qu'elle n'est pas assez patriote. C'est faux. C'est bien une affaire de mœurs qui lui vaut une exclusion de l'Éducation nationale. Toujours est-il que Beauvoir doit gagner de l'argent. La Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée et elle a l'habitude d'acheter certains produits rares comme du thé au marché noir. C'est donc très cher. Sartre n'apprécie pas ça. En 1940, il était réquisitionné sur le front et il a été fait prisonnier en Allemagne. Il passe près d'1 an dans le Stalag 12D, près de Trèves. Là, cet individualiste forcené découvre la camaraderie et la solidarité. Pour lui, ça donne du sens à la notion de collectif et ça change radicalement sa façon de voir le monde. Voilà pourquoi, une fois libéré et de retour à Paris en 1941, il n'aime pas l'idée que son castor se fournisse au marché noir. Il vaut mieux faire comme tout le monde. Pour qu'elle puisse travailler et continuer à gagner sa vie, il l'aide à trouver un poste à la Radio Nationale. État français, radiodiffusion nationale. Le surnom de cette station est Radio Vichy. Elle écrit des textes pour une émission hebdomadaire intitulée « Les origines du music hall ». Là, il faut qu'on fasse une pause très sérieuse pour parler de la radio pendant l'occupation. Comme si elle songeait que s'approche l'anniversaire de Mertel Kébir, c'est sur les côtes nord-africaines qu'elle entreprenait une incursion. Radio Nationale est une station généraliste qui émet entre 1940 et 1944, c'est-à-dire qu'elle apparaît sous la France occupée et qu'elle disparaît avec elle. À ce moment-là, les nazis qui occupent la France surveillent tous les moyens de radiodiffusion du pays, y compris en zone libre.
Cette radio voit donc le jour avec l'accord des Allemands. Évidemment, dans un tel contexte, même si elle émet depuis le casino de Vichy, la station ne peut être que pro-pétainiste, mais aussi sympathisante du nazisme. L'autre grande radio au nord, en zone occupée, c'est Radio Paris. Cette station existait avant la guerre, mais elle devient très clairement la radio de propagande nazie en zone occupée. Parmi les collaborateurs de cette radio de propagande, nous avons les chanteurs Tino Rossi et Maurice Chevalier, les stars de l'époque, et à la direction de l'orchestre, Jo Bouillon, qui a été un temps le mari de Joséphine Baker, qui elle, rappelons-le, était résistante. Radio Londres, la radio de la résistance de Gaulle, fait d'ailleurs son possible pour brouiller les ondes des stations des collabos. La radio est alors le nerf de la guerre de la communication. Bon, vous l'aurez compris. En ce qui concerne Simone de Beauvoir, écrire pour Radio Vichy, ce n'est pas reluisant, mais c'est pas Radio Paris non plus. Et elle a fait ce qu'elle pouvait pour gagner sa vie dans un contexte de crise. On ne peut décemment pas lui faire de reproches sur ce point. De même, il est difficile de reprocher à Sartre d'avoir pris le poste d'un professeur de philosophie juif renvoyé d'un lycée parce que les lois antisémites de Vichy empêchaient les personnes de confession juive de travailler dans la fonction publique. En cette année 1943, en plein pendant la guerre, Beauvoir publie son premier roman chez Gallimard, L'Invité. Il évoque son ménage à trois avec Sartre et Olga. Le livre est pressenti pour le Goncourt, mais il ne l'aura pas. De son côté, Sartre publie son troisième livre, L'être et le néant. C'est le premier grand ouvrage de Sartre qui pose ses propres principes philosophiques. Il commence à être reconnu comme l'un des théoriciens de l'existentialisme. Ce n'est pas lui qui invente ce concept, mais c'est lui qui lui donne toute son ampleur. Dans l'existentialisme, l'être humain est défini par ses actions. Il en est aussi responsable. C'est même en cela qu'il est libre. Mais il doit aussi savoir se remettre en question et composer avec l'autre, l'autre représentant l'altérité et une autre liberté individuelle. Cet existentialisme devient même un style de vie dans le quartier branché de Saint-Germain-des-Prés. Les hommes existentialistes se reconnaissent à leur trench coat et les femmes à leur col roulé noir et à leurs traits de eyeliner sur les yeux. Les existentialistes écoutent aussi du jazz. Bref, ils sont tellement classe. Le vieux Colombier est plein ce soir, plein de fans, de fanatiques de jazz comme on peut s'y attendre bien entendu. Ces fanatiques sont les mêmes que ceux qu'on pouvait y voir il y a 7-8 ans. Ah, je sens que certains d'entre vous se découvrent existentialistes. Bref. Lorsque la guerre s'achève en 1945, le philosophe Jean-Paul Sartre est devenu l'un des intellectuels les plus en vue de l'après-guerre. Jean-Paul Sartre, pour qui écrivez-vous? Pour qui croyez-vous écrire? Vous savez, je pense que tous les écrivains voudraient écrire pour tout le monde. La difficulté n'est pas là. Il est évident que quand on fait une œuvre philosophique, on écrit dans un certain jargon, qu'on a hérité d'ailleurs, que l'on n'invente pas. Et on ne s'adresse par conséquent qu'à des spécialistes. Quand on écrit une pièce de théâtre, personne ne pense limiter le public en disant c'est pour ceux-là ou pour ceux-ci. Le malheur, c'est que les limitations ne viennent pas des pièces elles-mêmes, mais de beaucoup d'autres choses. Beauvoir, quant à elle, commence à se faire un nom, mais elle reste encore dans l'ombre de son conjoint. Certains la surnomment même la grande sartreuse. Mais Simone s'en fiche, elle sait ce qu'elle vaut. D'ailleurs, c'est au sortir de la guerre que Sartre et Beauvoir vont décider d'avoir un bébé. Pour découvrir la suite de ce récit exceptionnel en 4 épisodes, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre ose dire le harcèlement.
la violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie est en réalité une mise en esclavage. Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents. C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes. Sartre et Beauvoir. Ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970. C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent. Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale. Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori? Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait. À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Dans le 2e épisode de ce récit exceptionnel en 4 parties sur Sartre et Beauvoir, le couple s'est affirmé en tant qu'intellectuel reconnu du tout Paris. Sartre profite de son immense succès d'après-guerre pour faire un bébé avec son castor. Épisode 3. Des philosophes engagés. Je sais que vous êtes très nombreux à froncer les sourcils parce que vous vous dites que Sartre et Beauvoir n'ont jamais eu d'enfant. Quand je parle de bébé, c'est un bébé symbolique, bien sûr. Leur création commune, c'est le journal Les Temps modernes. En 1945, pour fonder leur revue qui mène une réflexion sur l'actualité, Sartre et Beauvoir s'entourent des plus beaux esprits de leur temps. Ils en connaissent certains depuis les bancs de l'ENS, comme Maurice Merleau-Ponty et Raymond Aron. Mais il y a aussi des talents de la jeune génération, comme Jacques-Laurent Bost ou le cinéaste Claude Lanzmann. Soit dit en passant, Beauvoir a une liaison pendant près de 2 ans avec Lanzmann qui vit même chez elle pendant quelques temps, alors même que Sartre et elle ont toujours refusé de vivre ensemble. Mais le sujet n'est pas là. Des amours, ils en auront bien d'autres, mais on ne va pas les réduire à ça. Lanzmann et Beauvoir restent amis au-delà de leur histoire d'amour. D'ailleurs, le Castor soutient et encourage le cinéaste à réaliser Shoah, un documentaire de 9h30 sorti en 1985 qui raconte l'indicible, l'extermination systématique des Juifs par les nazis. Je crois qu'il faut toujours continuer à témoigner, et en particulier sur l'Holocauste, que trop de gens ont tendance à oublier, surtout qu'aujourd'hui nous avons une recrudescence terrible d'antisémitisme. Et ce n'est pas du tout que ce film va effacer l'antisémitisme, mais c'est qu'aux gens qui ne sont pas antisémites, il peut donner quand même alors vraiment un peu une connaissance qu'on voudrait aujourd'hui vraiment abolir. Donc je trouve que c'est extrêmement important, le film qu'a fait Claude Lanzmann. Et vous pensez qu'il n'est pas trop tard dans l'histoire? Il n'est pas trop tard, c'est juste à temps, puisqu'il est arrivé à retrouver quand même un certain nombre de survivants, aussi bien des nazis que quelques juifs rescapés, mais que dans 10-15 ans, ça serait peut-être un peu trop tard. Mais maintenant, c'est juste le moment où on peut encore arriver, comme il l'a fait, d'une manière d'ailleurs magnifique, à ressusciter ce passé. La revue publiée par la maison d'édition parisienne Gallimard devient la plus prestigieuse publication française de rang international. Pendant plus d'un demi-siècle et même après la mort de Sartre, les Temps modernes resteront une revue consacrée au débat philosophique, à la culture et à la politique. Sartre tient à ce que les décisions relatives à son journal soient prises de manière collégiale. Le comité de rédaction se retrouve parfois chez Sartre lui-même. Tout le monde fume en construisant le sommaire du prochain numéro. Enfin,
tout le monde? Pas vraiment. Simone crapote plus qu'elle ne fume et on le voit très bien dans les documentaires. Vous y ferez attention la prochaine fois que vous en verrez un. On est à l'époque où les États-Unis colportent leur art de vivre à l'américaine et aux États-Unis, fumer pour les hommes, ça fait viril et pour les femmes, ça fait émancipé. Et pourtant, Sartre n'est pas vraiment tourné vers les États-Unis. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde est polarisé entre les États-Unis et l'URSS. La zone d'influence de chacun de ces pays s'arrête au niveau du rideau de fer qui coupe l'Allemagne en deux. Berlin se trouve dans l'orbite de l'Est, mais il y a une enclave sous contrôle américain, c'est le fameux Berlin-Ouest coupé par le mur de Berlin. Le rideau de fer se poursuit le long de la frontière de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Yougoslavie et de l'Ukraine. Ces pays sont liés par le pacte de Varsovie, l'alliance militaire du bloc de l'Est. Les pays à l'ouest du rideau de fer se trouvent quant à eux dans l'alliance militaire de l'OTAN. Et clairement, Sartre et Beauvoir ne sont pas à l'aise avec l'impérialisme américain et le capitalisme. Comme beaucoup d'intellectuels de gauche à l'époque, ils sont séduits par le socialisme et le communisme, d'autant plus que les pays de l'Est leur font une cour assidue. En 1960, Fidel Castro, qui s'est imposé comme le seul maître de Cuba après un coup d'État, a fait de son pays une base avancée du communisme en Atlantique. C'est pour cette raison que les Américains ont mis en place un très sévère embargo qui appauvrit considérablement l'île. Pour prouver que tout va bien à Cuba, le leader Maximo invite des intellectuels de renommée internationale. En 1960 donc, Sartre est une véritable star internationale et Beauvoir est devenue une icône du féminisme moderne grâce à la publication du Deuxième sexe en 1949. Dans cet essai, elle répond à la question « Qu'est-ce qu'une femme ?», en s'interrogeant sur son propre parcours. Elle y prône l'indépendance sexuelle, le saphisme, défend l'avortement et questionne le rôle de mère. Elle est aussi reconnue comme une romancière grâce à son roman « Les Mandarins » qui lui a valu le Goncourt en 1954. L'intrigue met en scène les réflexions d'un groupe d'intellectuels au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les personnages sont tous inspirés des proches de Beauvoir. Le couple, qui est une figure de proue de l'intelligentsia marxiste, accepte donc l'invitation de Castro dans le but de faire un reportage à Cuba. Il est convaincu que ses idéaux communistes valent mieux que l'impérialisme américain. Et voilà Sartre et Beauvoir en train de faire le tour de l'île avec Castro. La première halte a lieu sur une plage publique puisque, selon les préceptes communistes, il faut en finir avec la propriété privée. Les eaux sont cristallines, le décor caribéen idyllique. Castro propose une partie de pêche au revolver, puis demande à servir une boisson à ses hôtes. Hélas, les breuvages sont tièdes. Le commandante demande alors pourquoi les boissons ne sont pas fraîches. La réponse est simple. Les frigos sont en panne. Furieux, Castro donne de grands coups dans ses frigos anti-révolutionnaires avec un succès plus que mitigé. Sartre commence à avoir des doutes sur la personnalité de son hôte, mais il se tait. Il ne peut que constater les échecs de la politique du ministère du Tourisme cubain. Un peu plus tard, aux abords d'un vaste champ, les deux philosophes constatent que les tracteurs sont à l'arrêt. Ils s'approchent des ouvriers avec Castro. Ceux-ci le saluent d'un simple « Bonjour, fidèle ». Le leader Maximo leur demande pourquoi personne ne conduit le tracteur. L'homme qui devait le faire confie qu'il ne sait pas conduire cette machine et que ceux qui le savent ont été affectés à d'autres postes. Sartre constate incrédule que le ministère chargé de la réforme agraire a distribué les emplois aux ouvriers sans tenir compte de leurs qualifications. Difficile dans ces conditions de tirer les fruits de cette terre mise en collectivité. Sartre observe Castro se décomposer. Son système révolutionnaire ne fonctionne pas. Il est dans l'impasse. Sartre a des doutes sur Castro. Il est même déçu. Il sent combien la révolution peut vite flirter avec la tyrannie. Il espérait pourtant que la révolution serait un souffle, qu'elle permettrait l'égalité, la fraternité. Mais il ne peut se résoudre à critiquer le castrisme pour le moment.
Il ne le fera que bien plus tard, quand Castro s'attaquera à des intellectuels locaux pour les empêcher de critiquer son régime. Pour l'heure, il publie dans France Soir une série d'articles tout à fait élogieux au sujet de Castro et de Cuba. Pour autant, malgré une visite peu probante, Sartre continue de tourner le dos au capitalisme. D'ailleurs, ce qui occupe désormais le couple Sartre-Beauvoir, ce sont les événements d'Algérie, comme on dit à l'époque. On ne parlera que plus tard de la guerre d'Algérie qui se tient entre 1954 et 1962. Ici Alger, cet après-midi à 17h30, dans 3 cafés européens les plus connus et les plus fréquentés de la ville, 3 attentats terroristes ont été commis. Dès ce matin, l'armée a envahi la Casbah et obligé les musulmans à sortir de leur domicile. Hier soir, une grenade a été lancée dans un bar-restaurant de la rue Joinville, c'est-à-dire non loin de la place d'Isly, en plein centre de la ville. Alger connaît depuis 48 heures une recrudescence d'attentats terroristes. Hier, c'était un camion militaire qui tombait dans une embuscade aux portes d'Alger et 2 militaires étaient tués. Et cette fois encore, ils sont du côté du plus faible, c'est-à-dire en faveur des Algériens qui réclament l'indépendance. Depuis le milieu des années 1950, Sartre condamne la colonisation. En cette année 1960, il accepte de déjeuner avec son ancien camarade de l'ENS, Raymond Aron, pour évoquer la guerre d'Algérie. Aron est un intellectuel pro-atlantiste classé à droite, contrairement à Sartre, homme de gauche favorable au marxisme, au socialisme et au communisme. Mais cette fois, les 2 hommes sont d'accord au sujet de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas la France, et ce pays doit devenir indépendant. Mais dès lors qu'il faut entrer dans l'analyse du phénomène de décolonisation, les 2 hommes divergent. Pour Sartre, le colonialisme naît d'un besoin du capitalisme d'élargir un sous-prolétariat d'ouvriers agricoles sans droit et sans identité pour faire des profits. Pour Aron, le colonialisme ne relève pas du système capitaliste, mais d'un phénomène historique accidentel et transitoire. Les 2 hommes finissent le déjeuner en froid. Ils ne se verront plus pendant presque 20 ans. Sartre se fait des ennemis à cause de ses nombreux textes en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le philosophe ne limite pas son engagement à sa plume. Il participe à une marche militante le 17 octobre 1961, organisée par le FLN, le Front de Libération Nationale. Les méthodes du FLN sont souvent violentes et il cautionne le recours au terrorisme. Ce qu'on appelle alors la marche d'octobre est pourtant une manifestation pacifique d'Algériens indépendantistes. Elle a lieu dans les rues de Paris, au mépris du couvre-feu alors imposé aux ressortissants algériens. Des affrontements avec la police aboutissent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts. Les historiens ont encore du mal à obtenir un décompte précis. Le soutien de Sartre aux indépendantistes algériens attise la haine de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, une organisation terroriste française d'extrême droite favorable à l'Algérie française. Pour intimider le philosophe, l'OAS fait poser à 2 reprises des bombes devant son immeuble. La déflagration de la 2e bombe est si puissante qu'elle souffle la cage d'escalier du 42 rue Bonaparte. L'appartement de Jean-Paul Sartre. L'appartement de Jean-Paul Sartre se trouvait sur le même palier que le mien, c'est-à-dire juste la porte en face. C'est-à-dire même pour sortir là de chez vous, pour aller chez Jean-Paul Sartre, il faut y aller à 4 pattes. Il faut se glisser sous la rampe qui est tordue, sous les poutres qui sont par terre et sur des gravats. Il y a des canalisations d'eau qui sont coupées, ça goutte dans l'appartement. Il n'y a pas eu de blessés dans la maison? Non, d'après ce que j'ai entendu dire, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il y avait des enfants et un peu de panique. Sartre décide de quitter son cher Saint-Germain-des-Prés pour le quartier du Montparnasse, où il prend un nouvel appartement face au cimetière. Beauvoir, sa mère et sa secrétaire Arlette El-Kaïm le suivent et prennent chacune un appartement à côté du sien. De son côté, Beauvoir s'engage aussi pour l'indépendance de l'Algérie, mais du côté des femmes. Toujours en cette année 1960, Jamila Boupacha, une membre du FLN, est arrêtée à Alger pour avoir posé une bombe dans une brasserie. Heureusement, aucun mort n'est à déplorer grâce à l'intervention des démineurs. Mais ce n'est pas la police qui s'occupe de la jeune militante.
C'est l'armée française qui la viole avec des objets à plusieurs reprises et lui inflige d'abominables tortures. Les soldats impliqués dans ces sévices la frappent, la brûlent avec des cigarettes, lui mettent des électrodes sur toutes les parties sensibles du corps et l'immergent à plusieurs reprises dans une baignoire. Le frère de Djamila Boupacha contacte une jeune avocate qui commence à faire parler d'elle parce qu'elle a défendu plusieurs membres du FLN. C'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi raconte les tortures subies par sa cliente à Simone de Beauvoir. Outrée, la philosophe écrit une tribune qui dénonce les exactions de l'armée française qu'elle donne au journal Le Monde. L'article décrit avec minutie ce qu'a enduré Djamila Boupacha. La rédaction du prestigieux quotidien est très mal à l'aise. Beauvoir décrit les viols subis par la jeune Algérienne en utilisant le mot « vagin ». À l'époque, on n'utilise pas ce genre de vocabulaire dans un quotidien national. Le rédacteur en chef préfère qu'on utilise le mot « ventre ». Beauvoir se met en colère. Elle refuse qu'on atténue son propos. Elle accepte cependant un compromis. Elle écrit, et je cite, qu'on lui a inséré une bouteille dans le ventre, métaphore pudique pour décrire un viol. Beauvoir et le rédacteur en chef se mettent d'accord sur ce texte intitulé « Pour Djamila Boupacha » qui paraît le 2 juin 1960. Au moment de la parution du quotidien, le Premier ministre Michel Debré fait saisir les exemplaires du Monde distribués en Algérie. Malgré la censure, Beauvoir a réussi son coup. L'affaire est médiatisée. La philosophe défend maintenant les intérêts de la jeune Algérienne avec Sartre, Louis Aragon, Elsa Triolet, l'ancienne résistante Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antoniose, la propre nièce du général de Gaulle. Grâce au lobbying de ce comité, la magistrate Simone Veil, alors en charge des prisons, fait transférer Djamila Boupacha dans une prison de la métropole en attendant son jugement. La jeune femme est amnistiée dans le cadre des accords d'Évian en 1962. Pour la première fois officiellement, le texte des accords vient d'être annoncé aux Algériens. Depuis 1 heure, c'est-à-dire depuis 8 heures maintenant, Alger retentit d'un concert de casseroles répercuté de tous les balcons de la ville. Ce sont les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Ils imposent un cessez-le-feu immédiat et réclament l'organisation d'un référendum en France et en Algérie au sujet de l'indépendance de l'ancienne colonie. Les résultats sont sans appel. L'Algérie n'est plus française. Le calme ne revient pas pour autant. Les Français d'Algérie quittent dans un climat de terreur un pays où leur famille était installée depuis 3 ou 4 générations. C'est la valise ou le cercueil. Les pieds noirs sont suivis dans leur exil par les harkis, ces Algériens qui étaient du côté de la France. Le déracinement est violent et l'accueil des métropolitains peu chaleureux. Vous êtes originaire d'Algérie, monsieur ? Oui. Oui, pour quelle raison êtes-vous venu en métropole ? Trouver du travail, parce que j'ai abandonné tout ce que j'ai en Algérie. J'étais patron ébéniste. Et vous avez tout abandonné ? Tout. Vous avez vendu quelque chose ? Ah non, je peux pas vendre. On n'achète pas. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans votre cas ? Toute l'Algérie entière. Vous avez laissé vos parents en Algérie ? Oui. Et pourquoi vous êtes envoyé en métropole ? Non, parce que à Alger ça va très mal, alors comme j'ai peur des bombes et des coups de mitraillette, maman m'a envoyé. Où allez-vous aller ? Chez ma tante. Vous avez quel âge ? 7 ans et demi. Les départements français d'Algérie qui portaient les numéros 91 pour Alger, 92 pour Oran, 93 pour Constantine et 94 pour les territoires sud sont réutilisés 2 ans plus tard en 1964 pour créer la petite couronne de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et l'Essonne. Les engagements politiques de Sartre et Beauvoir ne doivent pas leur faire oublier la littérature. Encore une fois, en pleine guerre froide, le couple va accepter une nouvelle invitation à l'est du rideau de fer. Pour découvrir le dernier épisode de ce récit sur Sartre et Beauvoir, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre ose dire le harcèlement. La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage. Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents. C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes. Sartre et Beauvoir. Ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970. C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent. Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale. Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori? Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait. À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Épisode 4. Un couple d'intellectuels pour l'éternité. En 1963, Sartre et Beauvoir se trouvent à Leningrad en URSS à l'occasion de la session annuelle du comité directeur de l'Association européenne des écrivains. Cette association, qui regroupe plus d'1 millier d'auteurs de l'Ouest comme de l'Est, est un moyen de montrer que les intellectuels peuvent s'entendre au-delà des frontières et des clivages politiques liés au rideau de fer. Et du point de vue de la propagande, l'URSS a tout intérêt à montrer qu'elle est une patrie de la littérature capable de se lever contre la culture bourgeoise décadente. Conquis par les charmes soviétiques, les intellectuels étrangers devraient ensuite vanter le régime à travers le monde. Cette année-là, donc, une centaine d'écrivains de cette association se sont donné rendez-vous au bord de la Neva. Sartre et Beauvoir sont un peu les figures de proue de l'événement. Parmi les Français, il y a aussi les étoiles montantes du nouveau roman, Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Le nouveau roman est alors un mouvement littéraire qui cherche à renouveler des styles d'écriture en cassant tous les codes existants de la littérature. C'est une réflexion sur les nouvelles formes de création qui s'opposent à l'existentialisme qui milite pour des œuvres littéraires engagées. Ce que je vais vous raconter là, vous ne le lirez nulle part parce que je le tiens de la bouche même d'une personne présente lors de cet événement. Sartre a déjà 58 ans. Il est au fait de sa gloire, il est sûr de lui et de son talent. Certains le considèrent comme le dernier grand philosophe. Les autres penseurs ne seraient à côté de lui que des rhéteurs ou des sophistes. À ce titre, Sartre ne se sent plus en concurrence avec personne. Il se montre donc particulièrement chaleureux, notamment avec le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, de 17 ans son cadet. Simone de Beauvoir n'apprécie pas du tout cette complicité entre les deux hommes. Elle prend l'air pincé. Elle veut que Sartre brille seul au firmament des auteurs, et s'il doit y avoir une autre personne digne de l'admiration publique à ses côtés, cela ne peut être qu'elle seule. Résultat, Beauvoir n'est pas très agréable pendant l'événement et Alain Robbe-Grillet s'en amuse en la surnommant la duchesse de Beauvoir. C'est un joli pied de nez à celle qui porte une particule et qui toute sa vie a rejeté le statut de bourgeoise qu'elle n'a jamais vraiment quitté.
Évidemment, vous allez me demander ma source, et avec son accord, je vous la révèle. Il s'agit de Catherine Robbe-Grillet, l'épouse d'Alain, présente à Leningrad auprès de son mari lors de cet événement littéraire en 1963. Beauvoir peut se rassurer. Sartre va bientôt se voir offrir la plus grande récompense publique qu'un auteur puisse recevoir. Le 22 novembre 1964, l'Académie des Nobel consacre le talent et l'œuvre de Sartre en lui décernant le prix Nobel de littérature. C'est le jeune journaliste François de Closet qui l'annonce au philosophe dans un restaurant dans lequel il déjeune. Il vient d'avoir la dépêche de l'AFP. Sartre devrait être aux anges. Eh bien, pas du tout. Il refuse ce prix. Il n'ira pas chercher ce Nobel parce que pour lui, c'est comme le baiser de la mort. C'est comme si on disait que son œuvre est terminée. Voilà la décoration suprême, il ne peut rien y avoir après. J'ai refusé le prix Nobel et j'ai donné aux journaux suédois, parce que c'est à eux que je devais le donner d'abord par courtoisie, les raisons de mon refus. Il y a des motifs personnels et des motifs objectifs. Et les raisons pour lesquelles j'ai refusé le prix Nobel sont d'un type personnel d'un côté, c'est que j'ai toujours refusé les distinctions quand on a bien voulu me les offrir ou que j'ai pensé qu'on me les donnerait, et que par conséquent, la plus haute distinction, qui est le Nobel, je ne tenais pas non plus, j'étais obligé de la décliner, comme toutes les autres. Je considère qu'un écrivain ne doit pas agir en fonction d'une institution qu'il protège, que ce soit l'Académie ou le Nobel, mais qu'il doit écrire par sa propre force de persuasion. Autrement dit, rien dans les mains, rien dans les poches. Et puis Sartre ne pourra plus prétendre être n'importe qui pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Sartre refuse cette posture de surhomme que donnent les honneurs. Pour lui, un Nobel le distinguera de la masse des individus et ses idées perdront de leur valeur. Le problème de ce prix, et notamment le problème de l'argent, le chèque qu'il y avait au bout de ce prix, a été pour vous un cas de conscience. Oui, parce que vous comprenez, 26 millions, ça ne se refuse pas, étant donné qu'on peut en faire énormément. Quelqu'un a dit dans un journal que j'avais assez d'argent pour être au-dessus de cela, mais en fait, n'importe qui, même les gens les plus riches, peuvent considérer qu'avec 26 millions, on peut faire énormément. Malheureusement, il est impossible de les accepter sans accepter en même temps ce prix, c'est-à-dire précisément sans cesser d'être d'accord avec moi-même. Il est sans doute sincère, mais c'est un merveilleux coup de com', comme on dirait aujourd'hui. Par ailleurs, Sartre a d'autres combats politiques à mener. Cette fois, il monte au créneau contre la guerre du Vietnam. J'ai toujours été ami des Vietnamiens et j'ai considéré que leur situation actuelle était épouvantable et qu'il fallait que tous les Français interviennent. Il ne s'agit pas de politique ici. Je vous dirais même que politiquement, on n'a pas cherché les opinions de ces hommes qui ont pu être contraires aux nôtres autrefois. Simplement, ce sont des hommes qui sont en passe de mourir, qui vont mourir. C'est un conflit qui fait suite à la décolonisation de l'Indochine, qui était un territoire français. En devenant indépendant, le pays s'est rapproché des grandes puissances communistes que sont l'URSS, mais aussi la Chine. La jeune République démocratique du Vietnam est donc présidée par le communiste Ho Chi Minh, alors que les États-Unis exercent un contrôle sur le sud du pays. Vous vous doutez bien qu'en pleine guerre froide, les Américains n'ont pas envie de laisser prospérer les communistes qui sont de facto dans l'orbite de l'URSS. Ce conflit est incroyablement compliqué, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais pour faire simple, il oppose le Vietnam et certains de ses alliés aux États-Unis. L'un des motifs de cette guerre pour les Américains, et notamment pour le président Kennedy, est la volonté de soutenir l'avènement d'un régime non communiste dans le pays. Au milieu des années 1960, alors que les GI sont massivement envoyés dans cet enfer tropical où les rizières brûlent sous l'action du napalm, Sartre prend fermement position contre l'impérialisme américain. La situation du Vietnam est encore très difficile et comme le système communiste ne plaît pas à tout le monde, il est évident que ces gens qui ont pu d'ailleurs combattre pour le Vietnam nouveau est lâché au bout d'un certain temps. En 1966, il fonde même avec l'intellectuel britannique Bertrand Russell le tribunal Russell. Il s'agit d'un tribunal d'opinion qui ne dispose d'aucun pouvoir judiciaire. Il a seulement pour but de dénoncer les exactions des Américains au Vietnam. Cet organisme doit se réunir 2 fois en 1967.
La première session a lieu en France et la seconde en Suède, parce que le général de Gaulle, alors président de la République, refuse que cette instance tienne sa seconde réunion dans son pays. Si le tribunal pointe les exactions des Américains, il refuse d'enquêter sur les crimes commis par le Viet Cong, l'organisation communiste pour la libération du sud du Vietnam. Cette année-là, Sartre reçoit un couple de journalistes chez lui pour parler de ce tribunal et de son engagement. Le philosophe explique que cet organisme sans légitimité doit éveiller la conscience collective, que chacun doit se sentir concerné par la guerre du Vietnam comme s'il pouvait légitimement la juger. Il explique aussi qu'il faut lutter pour l'indépendance du Vietnam et contre l'impérialisme américain. Si les États-Unis affirment leur hégémonie dans la partie orientale de l'Asie, ils poursuivront leur conquête en Amérique latine. Ils instaureront ensuite la Pax America, comme les Romains de l'Antiquité avaient instauré la Pax Romana dans leur empire, c'est-à-dire un contrôle militaire et administratif de leur territoire. Mais Sartre redoute aussi que le conflit qui s'enlise ne mène à l'explosion d'une autre bombe atomique. Ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale sont encore horrifiés par le recours à l'arme nucléaire au Japon en 1945. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont livrés à une course à l'armement et il y a des ogives pointées sur de nombreux points stratégiques du globe. La guerre du Vietnam s'achève en 1975, laissant les régimes communistes s'installer dans la région. À la fin des années 1960, Sartre et Beauvoir sont les coqueluches des médias. Ils sont présentés comme un couple d'intellectuels fascinants. Les journalistes ne s'intéressent pas qu'à leurs idées, ils veulent en savoir plus sur leur vie. Leurs emplois du temps sont décortiqués devant les caméras. Sartre et Beauvoir ne passent pas une journée sans se voir, même s'ils refusent de vivre ensemble. Le matin, chacun travaille chez lui. Ils déjeunent ensuite dehors, parfois ensemble, parfois avec une autre personne. Leurs lieux de rendez-vous favoris sont les célèbres Cafés de Flore et les Deux Magots, situés près de l'église de Saint-Germain-des-Prés. L'après-midi, ils travaillent côte à côte et le soir, ils écoutent de la musique ou ils sortent. Les journalistes curieux se demandent ce qu'ils peuvent se raconter depuis tant d'années de vie commune. Ça fait presque 40 ans qu'ils sont ensemble maintenant. Beauvoir répond sans embâche qu'ils ruminent ensemble. Le secret de ce couple atypique est le travail. Ils se sont battus pour que leur œuvre compte, que leur pensée fasse évoluer le monde. Ils ont été le premier critique et le premier soutien l'un de l'autre. Même s'ils ont eu beaucoup d'amants, je ne vous en ai pas fait la liste exhaustive et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, ils ont protégé leur couple et leur amour nécessaire. Ça ne s'est pas fait sans souffrance, sans hésitation, mais ils sont restés fidèles à leur pacte. À cette époque, dans les années 1960 donc, les journalistes questionnent Beauvoir sur son œuvre. Elle a déjà écrit plusieurs volumes de ses mémoires. Les mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses et Une mort très douce. La philosophe explique à la journaliste qu'elle a senti très jeune l'envie de se raconter, de laisser un témoignage de sa jeunesse, mais elle ne pouvait pas publier ses souvenirs sans être un auteur déjà reconnu, parce que sinon, ça n'intéresserait personne. L'explication de Beauvoir laisse perplexe. Mais elle s'explique par un traumatisme qui est au cœur de ses réflexions féminines et féministes. La mort de son amie d'enfance Zaza, qui occupe plusieurs romans dont certains, comme Les Inséparables, ne seront publiés que bien après sa mort. Mais c'est moins ces romans qui distinguent Beauvoir que ses positions féministes. Alors que les années 1970 approchent, alors que mai 68 sème le chaos dans les rues de Paris, que la jeunesse s'exclame qu'il est interdit d'interdire, la philosophe estime que la révolution féministe n'a pas encore eu lieu. En 1968, un peu moins de 50% des femmes ont un emploi contre 95% des hommes. Beauvoir s'en offusque. Selon elle, l'émancipation radicale des femmes qui fera d'elles les égales des hommes ne s'obtiendra que par le travail. Elle ajoute même que, pour que les femmes se sentent les égales des hommes, elles doivent avoir les mêmes responsabilités économiques et politiques. Elle réclame aussi de ne pas être chassée des établissements d'État, des lycées, des collèges, lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'aucune loi n'autorise les chefs d'établissement à chasser des jeunes femmes enceintes. Et elle réclame ensuite, une fois qu'elles sont mères et qu'elles ont la charge de leur enfant, d'obtenir un salaire qui soit au moins égal au SMIC
puisqu'elles rendent service au pays en élevant des enfants, que d'ailleurs on ne leur permet pas d'éviter, puisque l'avortement, même dans des conditions pareilles, quand ce sont des toutes jeunes femmes qui ne savent pas très bien ce qu'elles ont fait, est interdit. En réalité, les femmes en dehors de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie ont toujours travaillé par nécessité, mais elles étaient condamnées à des tâches peu qualifiées et très mal payées. La conquête du marché du travail pour les mêmes postes que les hommes signe donc l'avènement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Beauvoir a eu raison de souligner l'importance du travail comme facteur d'émancipation. Mais son apport au féminisme ne s'arrête pas là. Elle est aussi largement partie prenante dans le combat des associations féministes en faveur de l'IVG. C'est Beauvoir qui rédige en 1971 le célèbre manifeste des 343 en faveur de l'avortement. Elle y dénonce la dangerosité des avortements clandestins. Le manifeste est signé par 343 femmes célèbres qui admettent avoir avorté à une époque où elles risquent de passer au tribunal pour cela. Parmi ces femmes, il y a Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Françoise Sagan. Beauvoir aussi signe le manifeste, même si elle n'a jamais eu à s'allonger sur la table d'une faiseuse d'ange. Ce manifeste des 343, surnommé par ses détracteurs le manifeste des 343 salopes, paraît dans le Nouvel Observateur. Porté ensuite par Simone Veil, alors ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, l'IVG est autorisée en France à partir de 1975. Dans ces années de libération sexuelle, Sartre et Beauvoir militent dans les journaux de gauche en faveur de toutes les libérations sexuelles et parfois, ils s'égarent un peu, victimes de l'euphorie de l'époque. En 1977, le sulfureux écrivain notoirement pédophile Gabriel Matzneff lance 2 pétitions dans Le Monde et dans Libération pour soutenir 3 hommes jugés pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Son texte défendait la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, même très jeunes, dans la mesure où ils étaient consentants. C'était une manière à l'époque de reconnaître que les jeunes pouvaient aussi avoir droit à une sexualité. Grisés par l'imaginaire de mai 68 et ses slogans tels que « jouir sans entrave », beaucoup d'intellectuels de gauche signent la pétition de Matzneff. Parmi eux, il y a notamment Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. En cette fin des années 1970, Sartre est malade. Beauvoir prend soin de lui. Son couple demeure pour elle une de ses plus grandes réussites et elle reste loyale au jeune philosophe qui lui a proposé un pacte sur un banc du Louvre 40 ans plus tôt. Lorsque Sartre meurt en 1980, la France est en deuil. Mais plus que la perte de son amour, Beauvoir souffre de la rivalité avec une autre ancienne maîtresse du philosophe. Arlette El-Kaïm était une ancienne amante de Sartre. Elle était devenue sa secrétaire, mais il l'avait aussi adoptée en 1965. C'est donc elle qui est en charge de la succession du philosophe et non Beauvoir qui n'a jamais été son épouse. Et la jalousie entre les vieilles rivales éclate alors. Arlette ne laisse presque rien de Sartre à Beauvoir, ni effet personnel, ni droit sur sa succession. Beauvoir est dévastée. Elle sombre dans la dépression et l'alcool. Son foie en souffre et elle se retrouve à l'hôpital. Elle reprend du poil de la bête et pour se venger d'Arlette et prouver au monde qu'elle était la seule véritable compagne de Sartre, elle publie en 1983 les lettres au Castor et à quelques autres. Cette parution fait des ravages dans l'entourage du couple. Beaucoup se rendent compte, comme je le disais dans le 2e épisode, qu'ils n'étaient que des jouets au service de leur fantaisie. Simone de Beauvoir meurt à son tour en 1986. Elle est enterrée aux côtés de Jean-Paul Sartre au cimetière du Montparnasse. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui la figure de proue du féminisme occidental. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a peut-être fait un complexe par rapport au monument Sartre, justement dans le domaine dans la littérature? Non, je pense pas du tout. Juliette Gréco. Je pense pas, vous arrivez à me faire sourire là. Non, je pense pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'était une association de 2 intelligences brillantes, rayonnantes et chaleureuses. Je pense pas du tout qu'il y ait eu quelque complexe que ce soit. Est-ce que vous avez l'impression que Simone de Beauvoir a été la femme la plus importante de l'après-guerre en France? Je pense, oui. Certainement.
Elle a réussi à devenir après sa mort une icône toujours lue, toujours adulée, et elle est maintenant beaucoup plus connue que Sartre qui, de son vivant, était plus célèbre qu'elle. Mais les temps changent, et il n'y a aucune statue dont on ne cherche pas à desserrer les boulons. En 2021, des étudiants de la Western Washington University lancent une pétition contre le montage de la pièce Huis clos de Sartre, qui est sans conteste l'un de ses chefs-d'œuvre. La raison de cette condamnatio memoriae, ou volonté de canceller comme on dit aujourd'hui, est que Huis clos met les étudiants mal à l'aise. D'un autre côté, les journalistes commencent à pointer le goût inapproprié de Beauvoir pour ces jeunes étudiantes. Bien loin de moi l'idée de leur faire un procès. Sartre et Beauvoir ont été le plus grand couple d'intellectuels du XXe siècle. Qu'on adhère à leurs pensées ou non, ils ont laissé leur empreinte sur le monde. Ils ont existé ensemble et contribué à écrire l'histoire avec un grand H. C'est la fin de ce récit en 4 parties émaillé d'archives Europe 1 consacré à Sartre et Beauvoir. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. Et vous avez peut-être remarqué que dans ce récit, il y a eu quelques voix additionnelles. Camille Bichler a prêté sa voix au Castor, Florine Sylvan à Bianca Bienenfeld, Marlène Duret à la mère de Nathalie Sorokin et Clément Ibrahim à Jean-Paul Sartre. Et puis comme d'habitude, à la production, Camille Bichler, à la réalisation Clément Ibrahim, à la direction artistique Julien Tarot et Adèle Imbert, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Florine Sylvan. Pour cette série spéciale, l'équipe d'Au cœur de l'histoire remercie tout particulièrement le service de documentation d'Europe 1. Et moi, la plume et la voix de ce podcast, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.